Tu m'humilies devant ma vraie famille. » Ces mots-là sont sortis de la bouche de ma fille, Emma, lors de sa soirée de fiançailles le mois dernier. Elle venait tout juste d'hériter de 33 millions de dollars et avait décidé que son père, simple ouvrier du bâtiment, n'était plus digne de son nouveau statut. Ce qu'Emma ignorait, c'est que je cachais la vérité depuis 25 ans. Elle ignorait aussi que son héritage venait avec des conditions précises, qu'elle venait de violer de la façon la plus publique possible. Je me suis simplement contenté de sourire, j'ai réajusté mes bottes de travail, et j'ai regardé ma fille détruire sa propre vie avec la phrase suivante. Emma croyait tout savoir sur l'argent et le pouvoir. Elle allait bientôt découvrir la différence entre fortune héritée et respect mérité. Mon nom est Jake Williams, et depuis 5 ans, ma propre fille me traite comme un citoyen de seconde zone dans ma propre famille. Ça a commencé doucement. 3 ans plus tôt, à son mariage, elle m'avait placé à la table du personnel de service au lieu de la table familiale. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu « Papa, tu seras plus à l'aise avec des gens qui comprennent ta situation. » Ma situation. Je suis contremaître en construction. Je conduis un Ford F-150 de 2018 qui affiche plus de 200 000 miles. Je porte des bottes Red Wing à embout d'acier, payées $350. Mais Emma n'a jamais fait attention à ce genre de détails. Pour elle, je n'étais que l'homme qui arrivait aux événements de famille avec de la poussière sous les ongles. Et la situation a empiré après son mariage avec Bradley Sterling. Bradley, lui, vient d'une vieille famille richissime de Beverly Hills, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe. À Noël, Emma s'est même excusée auprès de ses beaux-parents de mes mains abîmées lorsque je leur ai servi du vin. Elle a dit, je cite, « Papa a travaillé toute sa vie avec du béton. » Ça se voit. La mère d'Emma, Rebecca, était morte 6 ans plus tôt. Je croyais qu'elle n'avait laissé qu'une petite assurance-vie. Mais non, Rebecca venait d'une lignée fortunée que je n'avais jamais connue. De l'argent ancien, de ceux qui circulent avec des avocats, des fiducies et surtout des règles précises. À ses 28 ans, Emma a reçu son héritage. 28 millions dans une fiducie, plus 5 millions en liquide immédiat. Du jour au lendemain, ma fille est passée de classe moyenne à multimillionnaire. C'est là qu'elle a acheté un penthouse à Beverly Hills pour 2,8 millions. C'est là qu'elle a commencé à fréquenter des boutiques où une robe coûte plus cher que la voiture d'une famille entière. Et c'est là qu'elle a décidé que son père ouvrier du bâtiment était une tâche pour son image. Mais l'héritage avait des conditions. Emma devait verser 500 000 $ par an à des œuvres caritatives. Et surtout, elle devait maintenir des relations respectueuses avec les membres survivants de la famille. Chaque année, elle devait fournir des preuves de son respect de ces 2 conditions. Emma n'a vu que l'argent. Elle a ignoré les petits caractères. Le mois dernier, elle a rejoint le Beverly Hills Country Club, frais d'adhésion, 50 000 $ par an. Elle voulait, selon ses propres mots, fréquenter son monde. C'est là qu'elle a rencontré la famille Ashworth. Richard, magnate de la finance avec 800 millions d'actifs. Caroline, présidente de plusieurs fondations. Leur fils Marcus, tout juste diplômé d'Harvard. Emma voulait absolument briller devant eux. Et son père en bottes poussiéreuses ne faisait pas partie du tableau. Le point de rupture est venu 2 semaines avant la fête de fiançailles. Emma m'avait invité à déjeuner au club. J'ai cru qu'elle voulait recoller les morceaux, mais elle m'a tendu la carte de visite d'une consultante en images. « Papa, tu dois comprendre quelque chose. Ma vie a changé. Les gens avec qui je m'entoure maintenant ont certaines attentes. » La carte disait « Sarah Mitchell, consultante en images pour l'élite de Beverly Hills. 500 la séance. » Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Emma? Que tu apprennes à t'habiller correctement. Que tu prennes des cours de savoir-vivre. Et peut-être qu'au lieu de dire que tu es ouvrier, tu pourrais dire que tu es à la retraite. Je lui ai rendu la carte. Je suis fier de mon métier. Eh bien, moi je n'en suis pas fier. Les mots sont tombés comme un coup près. J'aurais dû me lever et partir. Mais j'ai tenté une dernière fois. Emma, je suis ton père depuis 29 ans. Ça ne compte pas pour toi? Elle a baissé la voix, vérifiant autour que personne n'entendait. Plus maintenant, papa. Pas dans mon monde. 2 semaines plus tard, son bal de fiançailles avait lieu. Et tout allait exploser. Le soir du 14 septembre, le Beverly Hills Country Club brillait de 1000 feux. Marbre étincelant, lustre de cristal, serveur en gants blancs. Un décor pensé pour impressionner. Emma avait réservé le grand salon de bal. 200 invités triés sur le volet. Un budget de 50 000 $. Je suis arrivé à 18h,
vêtu de mes meilleurs vêtements. Jeans sombres, chemise blanche impeccable, bottes de travail soigneusement cirées. Pas de smoking hors de prix, ni de montres en platine, mais une tenue propre, respectueuse, qui me ressemblait. Emma m'attendait à l'entrée. Elle portait une robe Oscar de la Renta à 12 000 $. Son sourire était calculé, son étreinte glaciale. « Papa, tu es venu. »« Bien sûr, c'est ta fête de fiançailles. » Son regard a glissé sur mes vêtements et sa mâchoire s'est crispée. « Il faut qu'on parle avant que tu ne rencontres certaines personnes. » Elle m'a entraîné à l'écart, près du bar, loin des invités qui arrivaient. « Papa, tu dois comprendre. Ce soir, il y a des gens importants, des partenaires potentiels. La famille Ashworth, par exemple, contrôle plus de 800 millions en capitaux. Bradley doit absolument se faire bien voir. Alors, je t'en supplie, surveille ce que tu dis. Et ta présentation. Ma présentation? Je suis contremaître de chantier. Je dirige des équipes de 50 hommes, je gère des projets de plusieurs millions. C'est un vrai métier. Elle a soupiré, exaspérée. Ce n'est pas ce qu'ils entendront. Pour eux, tu es un ouvrier. Pas notre genre de personne. Avant que je ne réponde, un couple élégant s'est approché. Richard et Caroline Ashworth. Costume taillé sur mesure, bijoux hérités, tout respirait la vieille aristocratie financière. « Emma, ma chère, ta fête est divine. » Emma a modulé sa voix, soudain plus légère, presque affectée. « Richard, Caroline, quel bonheur que vous soyez là. Permettez-moi de vous présenter mon père. » J'ai tendu la main. « Jake Williams. Enchanté. » Richard a serré ma main, poliment, mais sans chaleur. « Dans quel domaine travaillez-vous, Jake ?» Emma a marqué une pause d'une fraction de seconde. Puis elle a lâché. « Mon père est dans le développement, la gestion de projet. » Richard a hoché la tête. « Excellent. Commercial? Résidentiel ?» Emma a coupé court. « Des projets de grande envergure, très complexes. » Elle avait répondu à ma place, enjolivant la vérité. Caroline a souri, polie. « Intéressant. Nous cherchons toujours de nouveaux partenaires de développement. Nous devrions déjeuner un de ces jours. » Emma rayonnait, satisfaite de sa manœuvre. Mais j'ai pris la parole. Permettez-moi de clarifier. Je ne suis pas développeur, je suis contremaître. J'organise et supervise les chantiers. Le silence s'est épaissi autour de nous. Richard a gardé son sourire, mais il est devenu distant. C'est un travail honnête. Caroline a opiné avec une expression figée. Oh, oui, le travail manuel est tellement important. Ils se sont éclipsés rapidement. Emma s'est penchée vers moi, furieuse. Qu'est-ce que c'était que ça? De l'honnêteté? Non, c'était du sabotage. Non, Emma, c'était moi qui refusais de mentir sur qui je suis. Ses yeux lancèrent des éclairs. Tu viens de ruiner une opportunité énorme pour Bradley. Et toi? Tu viens de me demander d'avoir honte de mon métier. Je sentais déjà que la soirée prenait un tournant irréversible. La tension n'a fait qu'augmenter. Plus tard dans la soirée, je suis sorti prendre l'air sur la terrasse. Mon téléphone a sonné. C'était Jennifer, mon assistante. « Monsieur Williams, excusez-moi de vous déranger un samedi soir. Le projet de Denver a besoin d'approbation pour les heures supplémentaires et la réunion du conseil a été avancée à jeudi matin. Dois-je confirmer? » Oui, confirme pour jeudi et approuve les heures. On est déjà en retard. Très bien. Et Forbes a rappelé pour l'interview du mois prochain. Dois-je la programmer? J'ai jeté un coup d'œil à travers les vitres. Emma riait avec ses invités comme si rien ne s'était passé. Planifie ça pour la semaine suivante et assure-toi qu'ils orthographient bien le nom. Wilson Construction Group, pas Williams. Bien entendu, monsieur. Bonne soirée. J'ai raccroché. Emma était derrière moi. C'était qui? Le travail. Le travail t'appelle la nuit, les week-ends? Quel genre de contremaître reçoit des appels de Forbes? Du genre qui a des responsabilités que tu ne comprends pas. Elle m'a fixée, soupçonneuse. Mais avant qu'elle n'insiste, Bradley est arrivé avec un couple, Harrison et Melissa Parker. Harrison, cheveux argentés et mains calleuses, respirait l'expérience des vrais bâtisseurs. Jake, voilà Harrison Parker, de Parker Development. Nous avons échangé une poignée de main solide. Bradley m'a dit que vous êtes dans la construction. Quel genre de projet? Principalement des infrastructures. Ponts, autoroutes, grands immeubles. Quelle entreprise? Wilson Construction Group. Harrison a écarquillé les yeux. Wilson Construction. Vous travaillez pour Jake Wilson.
Cet homme est une légende. J'essaie d'obtenir un rendez-vous avec lui depuis 2 ans. Emma m'a regardé avec une expression étrange. Depuis combien de temps travailles-tu pour Wilson Construction, papa? Avant que je réponde, une voix familière a interrompu Margaret Davis, l'avocate de la famille de Rebecca. Jake, excuse-moi de te déranger, mais il faut parler. Emma s'est raidie. Pourquoi l'avocate de maman est ici? Margaret a ouvert sa mallette avec calme. Parce qu'il y a des préoccupations concernant ta conformité aux conditions de ton héritage? Emma a pâli. Et ce qui suivit allait faire voler son monde en éclats. Margaret sortit des documents de sa mallette. Sa voix était calme, posée, mais chaque mot frappait comme un coup de marteau. Emma, les inquiétudes portent sur les clauses de respect familial. Section 7, alinéa 2, et section 12, alinéa 4. Emma fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Ces clauses exigent que tu maintiennes des relations respectueuses et solidaires avec les membres survivants de la famille. Emma ricana nerveusement. Mais je le fais. Margaret leva les yeux vers moi, puis revint à Emma. Malheureusement, les preuves suggèrent le contraire. Quelles preuves? Des messages sur 5 ans, où tu traites ton père de simple ouvrier devant tes amis. Des photos, où tu le présentes comme du personnel. Des enregistrements de conversations au club, où tu dis ne pas être fier de lui. Emma blêmit. Qui vous a donné ça? C'est confidentiel. Ce qui importe, c'est que le comité d'héritage a de sérieux doutes quant à ta conformité. Le comité? Quel comité? Celui établi par le testament de ta grand-mère, Elizabeth Morrison. 3 avocats, 2 conseillers familiaux et un médiateur indépendant. Tu as signé les documents qui l'expliquent? Emma écarquilla les yeux, sidérée. Et que peut faire ce comité? Révoquer ton héritage, si nécessaire. Emma semblait assommée. Révoquer? Comme tout perdre? Exactement. Un silence pesant s'installa sur la terrasse. Quelques invités s'étaient rapprochés, attirés par la tension palpable. Alors, au lieu d'écouter, de chercher une solution privée, Emma commit sa plus grande erreur. Elle redressa les épaules et se tourna vers la foule qui s'était formée. Vous savez quoi? Très bien. Parlons-en ici et maintenant. Margaret tenta de l'arrêter. Emma, je vous conseille fortement. Non, j'en ai assez qu'on me dise comment vivre. Sa voix monta d'un ton, couvrant même la musique du bal. Mon père pense que je devrais lui être reconnaissante. L'avocate de ma mère croit que je dois suivre des règles écrites par des morts. Mais personne ici ne comprend ce que j'ai accompli. Moi, j'ai construit une vie. J'ai créé un cercle de gens qui savent ce que signifie réussir, qui savent distinguer les vrais accomplissements du simple travail manuel. Un frisson parcourut l'assistance. Les regards s'échangeaient, gênés. Emma me pointa du doigt. Mon père veut du respect? Très bien, je vais lui en donner. Papa, tu es ouvrier. Tu l'as toujours été. Tu conduis un vieux camion, tu portes tes bottes à des réceptions et tu ne sais pas te tenir parmi des gens raffinés. Le silence devint insoutenable. Merci de m'avoir élevé après la mort de maman, mais ça ne veut pas dire que je dois traîner ton image toute ma vie. Et si respecter cette stupide clause signifie prétendre que couler du béton, c'est une carrière, alors je préfère perdre l'héritage. Elle regarda la foule, la voix tremblante mais arrogante. Oui, je n'ai pas besoin de cet argent. J'ai Bradley, j'ai ma nouvelle vie, j'ai tout ce que je veux vraiment. Si le comité veut reprendre ses 33 millions, qu'il le fasse. Puis elle se tourna vers moi. Papa, tu n'es plus le bienvenu dans ma vie, ni chez moi, ni à mes événements, ni dans mon cercle social. J'en ai fini d'avoir honte de toi. Personne ne bougea. L'air était glacé. Et soudain, Harrison Parker s'avança. Emma, je crois qu'il est temps que tu saches quelque chose sur ton père. Harrison, non, ai-je murmuré. Jake, elle doit entendre ça. Il se tourna vers les invités. Mesdames et messieurs, je ne sais pas quel drame familial nous venons de voir, mais je sais une chose. Jake Williams n'est pas qu'un ouvrier. Jake Williams est Jake Wilson, fondateur et PDG de Wilson Construction Group. Un silence absolu tomba. Une entreprise de 3,2 milliards, 15 000 employés. C'est son entreprise qui a construit la moitié des infrastructures de Los Angeles, y compris le bâtiment où nous nous tenons. Emma pâlit, grise de stupeur.
Jake Wilson est classé au 190e rang des milliardaires américains par Forbes, avec une fortune estimée à 2,1 milliards. Un murmure parcourut la foule. Harrison ajouta « Et Emma, les 33 millions que tu viens de rejeter, ton père pourrait les acheter et les revendre 30 fois avant demain midi. » Emma me fixait comme si elle voyait un inconnu. « Papa, est-ce vrai ?» J'ai hoché la tête. Chaque mot. Mais pourquoi ne pas me l'avoir dit ? Parce que je voulais que tu m'aimes pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Margaret prit la parole, implacable. Emma, en raison de tes déclarations publiques ce soir, le comité n'a d'autre choix que de procéder à la révocation immédiate. Tu as 72 heures pour restituer tous les biens acquis. Emma tenta de protester, mais c'était trop tard. La sentence était tombée. Elle resta figée, seule, pendant que les invités retournaient à l'intérieur, murmurant déjà ce scandale qui ferait les gros titres. Je me suis dirigé vers le parking. Emma m'a rattrapé, en pleurs. « Papa, attends. S'il te plaît, explique-moi. Tu es vraiment ce Jake Wilson? Et cette maison, ce camion, ces bottes ?» Je me suis arrêté, la regardant avec douceur mais fermeté. J'ai toujours été Jake Williams. Le reste n'est qu'une question de nom. Le camion, la maison, les bottes, c'est ma vie. Le reste, ce sont des zéros sur un compte. Emma a glissé contre un pilier, bouleversée. Je ne comprends pas. Si tu es milliardaire, pourquoi vivre comme quelqu'un de normal ? Parce que la normalité, c'est qui je suis. L'argent ne change rien. C'est toi qui as changé, Emma. Ses larmes coulèrent librement. Oh mon Dieu, les choses que je t'ai dites. Oui, tu les as dites. Le parking était silencieux. Seules résonnaient mes bottes contre le béton. J'avais presque atteint mon camion lorsque j'entendis les talons d'Emma claquer derrière moi. « Papa, attends !» Je m'arrêtais sans me retourner. « Papa, j'ai besoin de comprendre ce qui vient de se passer là-haut. » Je me retournai enfin. Elle paraissait plus petite, comme si le poids de sa robe luxueuse et de ses bijoux ne pouvait plus cacher sa fragilité. Sa voix tremblait. « Tu es vraiment Jake Wilson, le milliardaire ? » « Je suis Jake Williams, Emma. Je l'ai toujours été. Wilson n'est qu'un nom d'affaires. Mais, tu conduis un vieux camion. Tu vis dans une petite maison à Pasadena. Tu portes des bottes de chantier à des réceptions. Parce que c'est moi. Le camion, c'est pratique. La maison, c'est là où je t'ai élevé, où ta mère et moi avons été heureux. Les bottes, ce sont mes bottes. L'argent ne change rien à ça. » Elle secoua la tête, incrédule. « Je ne comprends pas. Si tu as autant d'argent, pourquoi vivre comme quelqu'un qui n'en a pas ?» Je m'approchai doucement, ma voix ferme mais douce. « Emma, j'ai de l'argent depuis 20 ans. Je n'ai jamais changé. Ce qui a changé, c'est ton regard sur moi. » Elle resta silencieuse, les yeux écarquillés. « Quand ai-je dit que j'étais pauvre ?» lui demandai-je. « Ai-je jamais demandé un centime ? Me suis-je jamais plaint d'argent ?» Elle balbutia. « Non, mais ta maison, tes habits ? Et alors ? Est-ce honteux de vivre modestement ?» Elle ne sut que répondre. Je continuai. « Si tu avais su pour ma fortune il y a 5 ans, m'aurais-tu traité différemment ? Aurais-tu été fier de ton père pour son travail acharné ? Ou seulement pour les chèques qu'il pouvait signer pour Bradley ?» Ses yeux se remplirent de larmes. Elle n'arrivait pas à parler. « Voilà, tu n'aurais vu en moi qu'une source de prestige, comme cet héritage. » Elle sanglotait doucement. « Mais papa, je peux changer. » Changer ? Ou simplement prétendre jusqu'à obtenir ce que tu veux ? Non, vraiment changer. Donne-moi une chance, demande-moi encore. Je soupirai. Emma, ce n'est pas ce que tu dis maintenant qui compte. C'est ce que tu as montré pendant 5 ans. Elle s'effondra presque contre le pilier, ses mains tremblantes. Que vais-je faire ? Ce que tu aurais dû faire depuis toujours, apprendre à vivre sans que l'argent définisse qui tu es. Elle murmura. Bradley, notre engagement. Peut-être que ça survivra. Je la regardai longtemps. S'il est avec toi pour l'amour et non pour l'argent, alors oui. Sinon, tu connaîtras la vérité bientôt. Ses larmes redoublèrent. Papa, je t'en supplie, ne me laisse pas comme ça. Je m'arrêtai une dernière fois, la main sur la portière du camion. Emma, je t'aimerai toujours. Mais l'amour n'est pas la même chose que l'acceptation. Et je ne peux pas accepter d'être traité comme un moins que rien parce que je travaille avec mes mains. Elle secoua la tête.
Ce n'était pas ton travail. C'était entièrement ça. Ton obsession pour les apparences. Je grimpais dans mon camion. Quand tu apprendras à aimer les gens pour ce qu'ils sont, et non pour ce qu'ils possèdent, appelle-moi. En attendant, nous n'avons plus rien à nous dire. Papa, s'il te plaît. J'ai fermé la portière. Au revoir, Emma. Le moteur rugit. Je la vis dans mon rétroviseur, seule, effondrée contre ce pilier glacé du parking, sa robe de 12 000 $ froissée, son maquillage coulant, et son héritage de 33 millions envolé parce qu'elle avait été trop fière pour respecter son propre père. Les actes ont des conséquences, toujours, même pour l'argent d'un héritage. Je partis en laissant ma fille seule dans le parking souterrain, enfin confrontée à la différence entre la richesse et la valeur. Au-dessus, la fête de fiançailles continuait, mais pour Emma, tout était terminé. La décision du comité. Le lundi matin, gris et froid, je me trouvais dans la salle de conférence de Margaret Davis. À travers les baies vitrées, je voyais Los Angeles, la ville que j'avais contribué à bâtir. Autoroutes, ponts, gratte-ciel. Wilson Construction Group était présent partout, même si la plupart des gens l'ignoraient. Margaret entra, un dossier sous le bras. Elle avait l'air fatiguée, comme quelqu'un qui avait passé tout un week-end à répondre à des appels désespérés. « Jake », dit-elle en s'asseyant. « Emma m'a appelé 17 fois hier. Que voulait-elle? Négocier? S'excuser? Supplier. Mais je lui ai dit que ce n'était plus entre mes mains. » Elle ouvrit le dossier. Le comité s'est réuni à 9 heures. 3 avocats, 2 conseillers familiaux, 1 médiateur indépendant. Ils ont examiné les preuves. Message où elle t'appelle simple ouvrier. Photo où elle te présente comme du personnel. Enregistrement au country club. Et bien sûr, sa scène publique de samedi soir. Verdict, violation manifeste des clauses. Héritage révoqué intégralement. Elle fit glisser un document vers moi. Voici l'avis officiel. Emma a 72 heures pour restituer tous les biens achetés avec l'héritage. Penthouse, bijoux, voitures, tout. Et les 5 millions en liquide déjà dépensés? Elle devra rembourser. Sinon, faillite, saisie. Les procédures classiques. Puis Margaret posa une autre feuille. Si tu signes ici, les 33 millions te reviennent. Je restais immobile. Et si je refuse? Alors, conformément au testament d'Elizabeth Morrison, tout ira dans un fonds de charité pour les enfants. Je revis Emma petite, heureuse de m'aider à réparer un vélo, puis adulte, me reniant devant tous. Je posai le stylo. L'argent doit aller aux enfants, pas à moi. Margaret leva les yeux, surprise. Jake, tu es sûr? Absolument. C'est ce qu'Elizabeth aurait voulu. Elle nota ma décision. La chute d'Emma. Dès le mercredi, les conséquences tombèrent. Sa Bentley fut reprise devant témoins, en plein déjeuner mondain. Le lendemain, son adhésion au country club fut annulée pour défaut de paiement. Le Penthouse entra en saisie. Ses cartes furent bloquées. Bradley, son fiancé, m'appela, inquiet. « Monsieur Wilson? Emma va tout perdre? » Elle a déjà tout perdu, Bradley. La vraie question est, que fera-t-elle maintenant? Je lui retournai une question. Si elle n'avait jamais eu d'héritage, si elle n'était qu'une femme normale, avec un emploi normal, l'épouserais-tu quand même? Le silence qui suivit en disait long. Quelques jours plus tard, leurs fiançailles étaient rompues. Le retour de ma fille. Une semaine après, je trouvais Emma assise sur mon perron. Elle portait un simple jean, un t-shirt, ses cheveux attachés en queue de cheval. Son maquillage avait disparu, mais pas ses yeux rougis. « Papa, je veux m'excuser. » Je la laissai parler. Elle s'effondra en aveux. 5 ans de honte de moi, de mépris pour mon travail, de mensonges pour plaire aux autres. Elle reconnut avoir cherché mon amour seulement après avoir découvert ma fortune. Ses larmes coulaient, mais cette fois, elles semblaient en vrai. Je lui demandai « Que vas-tu faire maintenant? Je veux apprendre à être quelqu'un dont je puisse être fier, sans argent. » Pour la première fois depuis longtemps, je crus à ces mots. 6 mois plus tard, un mardi après-midi, Emma m'appela. « Papa, j'ai un travail. Assistante administrative dans une association qui aide des jeunes défavorisés à obtenir des bourses d'études. C'est un début, mais je suis reconnaissante. » Elle vivait modestement, partageait un appartement, prenait le bus, faisait sa cuisine. Elle faisait du bénévolat le week-end, écrivait des lettres d'excuses à ceux qu'elle avait blessés, voyait un thérapeute. « Papa, dit-elle timidement, penses-tu qu'on pourrait dîner ensemble un soir? Rien que nous deux?
Je pensais à la petite fille qui m'aidait à bricoler, à la jeune femme qui m'appelait tous les soirs à l'université, à la personne brisée par l'orgueil et l'argent, et à celle, nouvelle, qui tentait de renaître. Oui, Emma, j'aimerais ça. Sa voix vibra d'émotion. Vraiment? Vraiment, mais comprends bien, je ne peux pas effacer les 5 années passées. Et toi non plus. Je sais, dit-elle doucement. Je n'attends pas l'oubli. Je veux juste reconstruire. Nous avons fixé un dîner simple, rien de luxueux. Juste une chance de recommencer autrement. En raccrochant, je réalisais quelque chose. Pour la première fois depuis des années, j'étais fier de ma fille. Non pas pour ce qu'elle possédait, mais pour ce qu'elle devenait. Et si vous lisez ceci, souvenez-vous, le respect n'est pas hérité. Il se mérite, un choix après l'autre.